Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait des sciences qui font la fête pendant une semaine un peu partout en Isère, d'une ferme urbaine d'un nouveau genre qui se développe à Grenoble et d'amour avec un roman écrit pendant le confinement. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Hélène Tavel, bonjour. Bonjour. Directrice d'une agence de communication à Grenoble, également écrivain, un livre qui s'appelle Un amour de confinement, que vous avez écrit pendant le confinement et qui parle d'une histoire d'amour qui se déroule pendant le confinement également. On en parlera avec vous tout à l'heure. À côté de vous, en face de vous, Isabelle Robles et Agathe Plein. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Pour présenter l'association 1000 pouces qui a fleuri ce plateau. Vous en direz un petit peu plus sur vos productions assez innovantes dans quelques instants. Et puis, dernier invité de cette émission, Emmanuel Lenné, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de la Fête de la Science en Isère. L'édition 2020 va se dérouler du 2 au 12 octobre. On y est donc. Ça consiste en quoi, la Fête de la Science ? Alors, la Fête de la Science, c'est à la base une manifestation qui est propulsée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est coordonnée donc en Isère par le CCSTI Grenoble à Casemate. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est d'essayer de faire se rapprocher les citoyens des gens qui construisent au quotidien les sciences ou la culture, la mise en culture des sciences à travers des rencontres, des animations, des débats, des ateliers, toute une série d'événements qui vont peupler le territoire tout au long de ces 10 jours à venir. Donc c'est vraiment le grand public qui est ciblé et j'imagine que les animations sont adaptées à un public novice. Oui, un des maîtres mots de la Fête de la Science, c'est l'accessibilité. C'est d'essayer de travailler le discours pour pas faire rentrer non plus dans les technicités de la science, mais plutôt rendre cela accessible, rendre cela finalement abordable pour tous les âges, pour tous les publics. Il y a aussi des choses pour les passionnés. On va retrouver différentes animations, différents degrés de lecture qu'on va pouvoir avoir, mais l'idée, c'est de satisfaire un public le plus large possible pour leur permettre de se questionner sur les sciences. Alors on voit quelques images de l'édition 2019 dans la région. On voit que c'est assez ludique, notamment à destination des familles, des enfants. Oui, ça fait souvent partie un petit peu de cet esprit fête de la science, la convivialité, le partage, la créativité aussi des personnes qui proposent des animations, qui se réinventent à chaque occasion. Et puis pour cette accessibilité, il faut aussi rappeler que c'est gratuit. Donc tout un chacun peut participer. Alors le thème de l'édition 2020, c'est la relation de l'être humain à la nature. Alors c'est un thème évidemment d'actualité. Pour le symboliser, vous m'avez amené ça, une petite boule à neige. Oui, c'est une forme de clin d'œil en fait. On essaye à travers ces thèmes. Un petit animal à l'intérieur. Un petit animal à l'intérieur, exactement. Un animal, de la neige artificielle. Questionner la relation de l'homme à la nature, c'est questionner les équilibres, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, ce que la science peut porter comme regard sur ces équilibres, sur l'évolution du climat notamment, si elle a des solutions éventuellement à apporter, en toute humilité bien sûr. Et mon clin d'œil, c'est simplement d'essayer de dire que la science porte aussi des messages d'alerte ces derniers temps et que si on veut pouvoir encore contempler la nature ailleurs que sous une boule à neige, peut-être qu'il y a des messages à écouter. Alors c'est aussi un peu paradoxal parce qu'une partie de la population reproche au progrès scientifique justement la situation aujourd'hui dans laquelle on est. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu les moteurs thermiques, s'il n'y avait pas eu toutes ces innovations ces dernières décennies, peut-être que le climat se porterait mieux. Alors peut-être, je comprends ce que vous voulez dire. Effectivement, la science, l'innovation, la technique, c'est pas toujours porteur de progrès. Il faut l'accompagner aussi de réflexion. C'est pour ça que la fête de la science, c'est pas seulement des sciences dites dures, c'est pas seulement les maths, la physique, la chimie, c'est aussi les sciences humaines et sociales qui portent un regard là-dessus, sur le progrès technique, sur la façon dont il se fait avec le progrès éthique. Et tout cela, on va le retrouver, questionner dans la fête de la science. La question de quelle relation de l'homme à la nature, elle est autant adressée au public qu'aux scientifiques eux-mêmes pour les titiller un petit peu sur ce sujet. Alors la relation de l'humain à la nature, elle prendra exemple, par exemple, ce vendredi avec l'intervention d'un grand nom de l'écologie scientifique qui s'appelle François Sarano. Il est océanographe, plongeur professionnel, mais il a surtout été le compagnon de route du commandant Cousteau pendant de nombreuses années.
Effectivement, il intervient donc ce vendredi. Il est invité par l'un des nombreux acteurs qui propulsent cette fête de la science sur le territoire, la MJC Bulle d'Air à Saint-Martin-d'Air, qui l'a convié à venir rencontrer finalement le public sur le territoire, avec l'idée de questionner un petit peu aussi la relation au monde animal. C'est ce qu'il devrait proposer en partenariat avec cette MJC. Ah, il s'est fait connaître notamment en allant à la rencontre des cachalots. C'est un des rares plongeurs capables d'approcher ces géant des mers, François Sarano, et c'est un interlocuteur très intéressant à écouter. C'est un militant aussi. Il est scientifique, mais il est assez militant dans son discours. Ce sera l'espace René Proby de Saint-Martin-d'Air, et sa conférence s'appelle d'ailleurs « Réconcilier l'homme et l'animal ». Donc là, il est pile poil dans la thématique 2020. Au programme également, alors il y a beaucoup de choses, on ne va pas avoir le temps de tout détailler, mais il y a des visites insolites organisées par le CNRS pour découvrir l'envers du décor de la science, là où les scientifiques travaillent au quotidien. Oui, effectivement. Alors, vous le savez peut-être, d'habitude, le CNRS propulse un village des sciences, organise un village des sciences à édition particulière pour les raisons épidémiques. Ils font sortir leur labo vers le grand public. En général, ils vont le plus possible vers le grand public. Et là, édition particulière, en raison de l'épidémie, ils ont décidé de proposer des formats plus intimistes qui sont plus, je dirais, raccord avec les conditions sanitaires qu'on connaît. Donc l'idée est de faire rentrer un petit groupe de privilégiés au sein de leur laboratoire, au sein de terrains d'expérimentation, pour l'une de leurs animations, notamment au sein de la plateforme Coriolis, qui est la plus grande plateforme tournante au monde. Ouais, c'est ce qu'on voit là en image. C'est sur le campus universitaire, au sein du laboratoire des écoulements géophysiques et industriels. Elle sert à quoi cette plateforme ? Alors, l'idée qu'il y a derrière cette plateforme, c'est de mettre en mouvement une masse d'eau pour essayer de reproduire à l'échelle d'un laboratoire l'effet de la rotation de la Terre sur l'écoulement des fluides, sur l'écoulement par exemple des fleuves, mais aussi sur les mouvements de marée, sur les mouvements au sein des mers, des océans. Donc ils font ça à l'échelle d'un laboratoire avec cette plateforme de 13 mètres de diamètre. Et donc, ils peuvent reproduire dans un laboratoire toutes ces choses-là. Alors, pour la fête de la science, malheureusement, il n'y aura pas d'eau dans cette plateforme parce qu'ils ont décidé de la vider pour y installer le public, pour lui faire vivre une expérience immersive. Ouais, les gens auront le loisir. Alors, elle tournera, j'imagine, quand même. On l'espère. C'est le principe. Vous le disiez, un petit nombre de publics. Je crois que les chanceux vont être tirés au sort pour les visites organisées. Les chanceux sont tirés au sort, effectivement. Il y a quelques quiz sur les thématiques du CNRS qui ont été organisés pour pouvoir tirer au sort une vingtaine de personnes pour ces visites insolites. Bon, voilà, si vous voulez découvrir, notamment ce laboratoire, il y a d'autres visites insolites prévues au cours du programme. Il y en a sur tout le territoire national et 3 sur le territoire proche, sur les Alpes proches. Vous le disiez, pas de village des sciences cette année, crise sanitaire oblige. Est-ce que ça change un peu la donne, les contraintes qui sont imposées à tous les organisateurs d'événements ? Alors, à la fois, ça leur a fourni des contraintes, mais aussi des occasions de se réinventer, des occasions de s'adapter, d'être un peu agile. Donc, on a certes moins d'événements pour cette édition. On a une 50aine d'événements qui sont présents tout au long de ces 10 jours. Mais on a aussi eu l'apparition d'événements en ligne, des podcasts, l'occasion de rentrer dans le quotidien des chercheurs, des jeux propulsés sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On a aussi des spectacles qui vont être rediffusés sur YouTube avec la possibilité d'interagir avec les personnes qui mettent en place ce spectacle. Donc voilà, on a essayé de garder ce contact direct avec le public, qui est logiquement l'essence de la manifestation, tout en allant vers cette chose virtuelle, donc ce qui peut sembler paradoxal, mais on va essayer d'être au plus proche et le plus bienveillant que possible dans les situations qu'on connaît. Ça dure 10 jours. Il y a le programme complet en Isère qui est sur le site internet de la CASMAT, qui est la structure qui porte l'événement pour notre département, voilà, du 5 au 12 octobre. Vous trouverez toutes les infos sur ce site internet. Et puisqu'on parle de science, cette semaine à Grenoble s'est déroulé le forum 5I. Alors, I comme innovation, industrie, inclusion, investissement international. J'ai tous les 5. Là aussi, la thématique était très liée à l'environnement et à l'avenir de notre planète. Oui, la thématique du Forum 5i cette année, c'était la synergie qui peut exister entre innovation et empreinte carbone, soit pour avoir des innovations qui vont réduire l'empreinte carbone, soit des innovations qui, au moment de se construire, prennent en compte l'empreinte carbone en essayant de l'avoir la plus faible possible. C'est ce sur quoi vous m'interrogiez tout à l'heure, sur le fait que le progrès ne se fait pas toujours au prix d'une empreinte carbone nulle. Donc voilà, soit on essaye de solutionner, soit on essaye de réduire
l'empreinte carbone de l'innovation. Bon, c'est un forum qui a vocation à mettre en avant des jeunes startups, des jeunes entreprises. Des jeunes startups, des recherches aussi qui sont portées au sein des laboratoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont parfois juste sorties de la paillasse et qui n'ont pas encore l'idée de ce qu'elles vont devenir. Donc c'est une façon d'échanger entre acteurs de l'innovation sur la région. Voilà, ils viennent aussi rechercher des prix et des financements, puisque c'est le but de l'opération. On va continuer à parler d'innovation avec cette fois une activité agricole. On peut aussi innover dans ce domaine qui est développé par l'association grenobloise 1000 pouces. Alors, on a Agathe Plein et Isabelle Robles qui sont les deux représentantes de cette association. Pouce, Agathe, ça s'écrit P-O-U-2-S-E-S. Exactement. Ça n'a rien à voir avec cet objet-là. Non, c'est lié aux petites pousses, justement, agricoles ici. Alors, vous nous en avez amené ces pousses. Isabelle, comment on peut définir une pousse ? C'est quoi exactement ? Eh ben, c'est la plante à son tout début de vie. En fait, ça va être un peu comme... c'est le moment où la graine a commencé à germer et où les deux cotylédons de la graine ont sorti. Donc, c'est vraiment un petit bébé plante, en fait. Comme dit Agathe, les grandes sœurs des graines germées qu'on connaît. Elles ont quel âge, là, à peu près, les pousses que vous nous avez amenées sur le plateau ? Entre 6 jours et 15 jours. 6 jours et 15 jours. Et elles sont bonnes à consommer ? Elles sont très bonnes à consommer. C'est là où c'est hyper concentré en goût. Donc, c'est le premier stade de développement de la plante. Ça va concentrer tous les nutriments et un goût très prononcé. On va retrouver les goûts de la plante adulte. Il faut tester pour ça. On va tester. Avant ça, un petit mot quand même sur votre projet. Ça fait 2 ans que vous avez démarré à Grenoble, ce qu'on peut appeler une ferme urbaine. En tout cas, c'est comme ça que vous la nommez. C'est ça. C'est un projet du coup qui a l'intention de créer un lieu ressource et aussi tourné vers l'emploi autour de l'agriculture durable et au cœur de la ville. Du coup, c'est de faire une ferme urbaine qui utilise toutes les techniques aussi agroécologiques. Et on s'installe avec 2400 mètres carrés à côté de l'hôtel Lesdiguières, du coup, cours Libération. Et là, on s'installe justement au courant des semaines prochaines avec une serre bioclimatique et aussi un espace de pleine terre, de production en pleine terre. Et l'idée, c'est de pouvoir faire un lieu ouvert aux habitants aussi, avec un marché aussi de proximité. On travaille déjà avec des restaurateurs. Et aussi de pouvoir évidemment faire des emplois en insertion pour faire découvrir tout ce qui est le monde agricole et production agricole, aussi bien en pleine terre que sous serre, avec des techniques justement tournées vers l'avenir et durables. Et voilà, donc c'est aussi ça, un projet ouvert sur le quartier et ouvert sur la ville avec une production la plus durable possible. Alors ça, c'est l'actualité du moment. Vous avez démarré depuis 2018 dans un autre endroit, à Saint-Martin-d'Hers, sur une serre un petit peu plus modeste de 100 mètres carrés. On vous voit là, Isabelle, sur ces images en train de cultiver ces pousses. Il faut un environnement particulier pour arriver à produire ce type de plantes ? Eh ben, on les produit sous serre pour pouvoir produire toute l'année, justement. Et après, en fait, on va adapter en fonction de la saison. Effectivement, l'hiver, il va faire plus froid, donc elles vont pousser plus lentement. Et l'été, il va faire très chaud sous la serre. Elles vont pousser très, très vite. Mais à part ça, non, c'est vraiment un environnement sous serre, sans autre contrôle, sans autre type de contrôle. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de 1000 pouces là, sous cette serre quand même. Vous avez compté ? Comme ça, vu de nez, j'ai l'impression que ça dépasse. À peu près. Toutes les plantes sont cultivées ou comment vous faites ? Il y a un choix d'espèces En soi, toutes les plantes pourraient être cultivées en micro-pousses. Après, on a vraiment choisi des variétés qui sont intéressantes, ou en termes de goût, ou en termes d'esthétique. C'est vraiment qui soit vraiment intéressante en restauration et au niveau gustatif, en fait. Donc, c'est vraiment un choix parmi toutes les variétés possibles. Oui, parce qu'à la base, c'est fait pour être mangé. Donc, vous nous avez amené quelques exemplaires. On peut les manger comme ça, sans autre préparation que... Oui. Il y a aussi un autre point qu'il faudrait ajouter en plus d'avoir un goût donc assez étonnant et assez fort, elles ont aussi beaucoup de nutriments. Comparativement à la plante adulte, on va trouver 4 à 40 fois de plus de nutriments dans cette plante à ce stade-là. Du coup, c'est aussi bien pour le corps humain et notamment pendant l'hiver quand il y a beaucoup moins de légumes. Alors, comment on fait Vous m'avez dit de prendre un petit ciseau, donc ça se coupe. Je coupe où ? En bas, en haut ? En bas, mais sans prendre de terreau. Sans prendre de terreau. Au pied de la tige, oui. Alors, Emmanuel et Hélène ont également leur petit plan de... Et donc, là, qu'est-ce que j'ai dans les mains ? Ça, c'est de la coriandre. Coriandre. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je le mets dans la bouche, tout simplement ? Oui, vous mangez.
Il y en a beaucoup là. Ouais, là, il y en Ah, il y a en a beaucoup, beaucoup. ça va C'est être très concentré. Hein. C'est très concentré. Alors voilà, je ne suis pas un spécialiste, c'est la première fois que je goûte. Ça va aller peut-être? Oui. Ouais. Oui, effectivement, c'est fort, comme on dit. Ah, c'est étonnant d'ailleurs, qu'en 3 brindilles, on ait autant voilà. de... C'est impressionnant. Ça sent Ah voilà, Ouais, hein. enfin. Ah, c'est impressionnant parce que pas tout de suite, hein, dans un Non, deuxième ça vient temps. petit à petit. Ouais. Vous avez le C'est vrai petit qu'il y a cette bouillonné de la fameuse mer. Et c'est ça. deuxième couche à l'intérieur, comme on dit. Mais Là, vous avez 3 choses très différentes en fait. C'est pour ça, c'est très étonnant aussi parce que les goûts vont être très différents en fonction des variétés. Donc là, vous avez goûté de la bourrache. Et on va vraiment retrouver un petit goût iodé des huîtres, quoi, de la C'est mer, ça. voilà. Tout à fait. Et ça plonge les gens dans la mer. Pas en au fait. début, hein, c'est Ouais, vraiment tout doucement. dans un deuxième temps. Emmanuel, L'arrière-goût de moutarde, je l'ai senti, effectivement. ça c'est des plants de moutarde, c'est ça? Ouais, c'est des graines de moutarde. Donc on va vraiment retrouver le piquant de la moutarde et puis le Complètement. goût végétal de la moutarde, quoi. Alors, il n'y a pas énormément de... Ça sent pas. Enfin, pas 40 fois plus que le plant d'origine. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du radis. Du radis. Ah, ça va aller. Oui. Et c'est forcément cru, on ne les fait pas cuire, a priori. Non, ça D'accord. perdrait en fait Ça- le goût et les vitamines. Donc là, D'accord. c'est vraiment fait pour manger cru. Oui, effectivement. C'est du radis. C'est du radis. On a l'impression de manger la plante, enfin la racine, comme on la consomme quand on la prend. C'est effectivement, entre guillemets, rentable, puisqu'il faut quoi, une dizaine de jours seulement pour avoir un produit qui donne un goût, alors que pour faire pousser des radis, il faut certainement beaucoup plus de temps, hein, Isabelle. Et puis ça prend pas beaucoup de surface et c'est pour ça que c'est très adapté à la ville parce qu'on va arriver à produire des aliments qui vont utiliser en fait les propres ressources de la graine principalement et un peu du terreau, donc elles sont cultivées sur terreau. Mais du coup, ça prend sur très peu de surface, on arrive à avoir une production intéressante et du coup en ville, c'est ça qui va nous permettre d'arriver à créer de l'emploi sur une très petite surface de ville en fait. Aujourd'hui, vos premiers clients, vos clients principaux, vous le disiez, ce sont les restaurateurs. Vous les livrez régulièrement sur Grenoble? On livre environ une trentaine de restaurateurs aujourd'hui, donc sur le centre-ville de Grenoble et sur l'agglomération. Donc ça va être des restaurants gastronomiques et des restaurants, enfin il y a vraiment toute gamme de restauration et des restaurants qui aiment bien travailler le végétal et mettre en avant le végétal dans leurs assiettes parce que ça va être très ludique en cuisine. C'est joli et ça apporte vraiment fraîcheur et goût en fait. Ils vont pouvoir jouer sur des contrastes de goût sur leurs plats, donc c'est très intéressant pour eux. Donc voilà, on travaille une vingtaine de restaurants sur Grenoble. Ah oui, quand même. Centre-ville. Ouais. C'est tendance, c'est à la mode ce type d'aliments, Agathe? En effet, oui, c'est un aliment qui se développe de plus en plus. La principale production, à la base, venait des Pays-Bas. Et du coup, en France, par contre, on en a très peu produit. Enfin, ça se développe depuis quelques années. Et c'est pour ça aussi que les restaurateurs sont très contents de pouvoir avoir accès à ce type de produits localement. Et donc là, il y a aussi la partie de découverte au grand public, enfin plutôt aux particuliers. Et ça, c'est l'idée qui vient en décembre. Oui, parce que Effectivement, de faire découvrir ces Pour l'instant, il fallait produits-là. dans un restaurant pour pouvoir goûter ces plans. Là, on voit quelques images de plats cuisinés par vos partenaires restaurateurs grenoblois. Avec ce nouvel équipement dans le quartier Lesdiguières, vous allez ouvrir aussi la production au public. En effet, oui, c'est ça, c'est de pouvoir faire découvrir ça aux particuliers. Alors l'idée, c'est de mettre en place un site internet, du coup, qui sera sûrement prêt, vraiment finalisé fin d'année, en décembre. Et là, de pouvoir faire découvrir, eh bien, au cœur de l'hiver, un produit qui sera plein de fraîcheur pour les particuliers et plein de goût. Voilà, du coup, c'est... Effectivement, on va aussi essayer de travailler avec certains réseaux de proximité, comme les AMAP ou aussi des magasins locaux à Grenoble. Bon, combien ça coûte? Comment ça se vend? C'est pas au kilo, j'imagine? On vend à Si. la barquette. On À les la vend comme barquette, ça. ouais. On fournit les barquettes comme ça. D'accord, une petite barquette de radis comme ça pour le grand public. Vous savez à combien vous la vendrez? À 3,50 €. Ah oui. Ah bah, c'est moins cher que si on avait l'équivalent en radis pour avoir le même goût dans la bouche. Voilà. Bon, je suis gourmand, j'en ai repris là. Le radis, ça me fera mon... Et vous pouvez les laisser aussi dans le frigo et du coup les couper au fur et à mesure de votre utilisation. Et comme ça, pendant toute la semaine, vous pouvez les ajouter à vos plats, à les picorer. Oui, voilà. Vous faites combien de récoltes de radis sur une année entière, sur une saison? De Dizaines, barquettes j'imagine, comme ça. ouais. De barquettes de Non, mais une fois, il faut quoi, une dizaine de jours. Donc dès qu'une barquette est vendue, vous pouvez en relancer une en Ah oui, on en production. relance en permanence, en fait, on continue.
Et il y a aussi un point qui est intéressant et qui a été mis en place, c'est le fait de récupérer, en fait. On fait une récupération des barquettes. Du coup, aux restaurateurs, aujourd'hui, on leur livre la barquette, ils l'utilisent. Et nous, quand on revient pour après, on la récupère. Et on la recycle, ouais. Et le terreau, justement, avec notre partie en production, de pleine terre, on va pouvoir recycler le terreau justement des barquettes. Eh ben, rien ne se perd avec l'association 1000 pouces. En tout cas, moi, c'était une découverte, ce genre d'aliments, mais une bonne surprise. Il y a un site internet où le grand public peut venir se renseigner. Je pense que les restaurateurs, eux, doivent déjà connaître l'adresse, mais ce sera l'occasion d'aller découvrir cette plantation installée donc, dans le quartier Lesdiguières, derrière le restaurant et l'hôtel Lesdiguières, donc entre le stade et l'hôtel, d'ici quelques semaines. Vous êtes sur les préparatifs, là. On commence le chantier d'aménagement, là, la semaine prochaine. Non, à partir du 12 octobre. On commence la construction de la serre. Ah ben voilà, Emmanuel Lenné pourra venir vous donner un coup de main puisque la fête de la science sera terminée. Exactement. Justement le 12 octobre. Allez, après avoir nourri son corps, on va nourrir son esprit avec Hélène Tavel. Je le disais, vous dirigez une agence de communication à Grenoble. Vous avez également été journaliste il y a quelques années et aujourd'hui vous écrivez des livres. Alors, comme tout le monde, Hélène, vous avez été confinée au printemps dernier. Il y a certains qui ont eu du mal à trouver des occupations. Vous êtes plongée dans votre passion. Hein. Exactement. Je me suis bien occupée puisque, à renfort de thé vert et de nuit blanche, j'ai écrit un roman de 450 pages. Qui parle de confinement et que vous avez écrit pendant la durée du confinement. Voilà, il s'appelle Un amour de confinement. Et en fait, l'histoire, c'est avant tout un roman d'amour. Et comme toujours, il y a un fait social. Le fait social, c'est évidemment le confinement, mais c'est aussi l'amour sur Internet. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sont rencontrées sur Internet. Et là, on était en plus dans une configuration un peu spéciale puisque c'était le confinement. Et donc, l'obligation de rester 2 mois chez soi face souvent à un ordinateur. Et donc, l'héroïne Jana se retrouve confinée à Deauville puisqu'elle est event planner. Toute ressemblance avec ma vie serait fortuite. Et ensuite, donc, du coup, elle se retrouve confinée dans un manoir à Deauville. Et là, je me suis un peu amusée parce que ma passion pour des écrivains comme Daphné du Maurier, par exemple, j'ai pensé un peu à l'ambiance de Rebecca, le livre de Daphné du Maurier, également à L'amant de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, et puisqu'il y a un jardinier aussi dans ce manoir qu'elle ne voit pas, qui est bossu, mais bon, elle n'en est pas amoureuse, mais voilà. Et donc, elle se retrouve confinée à Deauville, dans cette ambiance un peu comme ça, incroyable, très protégée, et elle se retrouve face à un ordinateur, et là, elle tombe amoureuse de Mathias. Alors, même si je parle à la 3e personne de Jana, l'héroïne, on sait ce que pense Jana, comme si c'était l'auteur qui parlait, qui parlait. On lit dans ses pensées. Voilà, on sait exactement ce qu'elle pense. Et par contre, on ne sait pas ce que pense Mathias. Et donc, ils n'ont de cesse de correspondre, de se voir en visio. Et donc, en fait, ils se voient, ils s'aiment vraiment comme s'ils étaient dans la même pièce, ensemble. Et donc, ils tombent fous amoureux l'un de l'autre. Et en plus, Mathias change la personnalité de Jana, qui a déjà une forte personnalité, mais qui est un peu... elle n'a jamais été mariée, elle n'a pas d'enfant, pourtant ils ont une 40aine d'années tous les deux. Et lui, il la change. Il lui dit, par exemple, de plus s'habiller en noir, de s'habiller avec des vêtements de couleur. Enfin, il lui donne une assurance comme ça, par amour. Donc, ils n'ont de cesse de s'apporter l'un l'autre des choses importantes dans leur vie. Lui a eu une vie un peu romanesque également, puisqu'il a fait de la prison. C'est un trader international, mais il a fait de la prison. Voilà, donc elle l'aide, parce que son côté un peu communicante, un peu attachée de presse, etc., font que elle peut l'aider. Et voilà. Et à un moment donné, donc, il y a la terrible révélation de Mathias. Et du coup, on se demande s'ils vont se rencontrer réellement. Et c'est là le suspense que j'ai voulu dans mon livre. Oui, parce que quand on se rencontre, quand on tombe amoureux comme ça, par écran interposé, ça reste un amour platonique. Si on se fie aux images de la bande-annonce qui accompagne la sortie du livre, c'est pas si platonique que ça. Exactement, pas du tout. Alors ça, c'était un genre qui n'était pas évident. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'aiment sans se toucher. Et pourtant, en fait, leur main respective devient celle de l'autre.
Et voilà, donc en fait, il y a des scènes d'amour, mais par écran interposé. Donc voilà, donc ça, c'est vrai que c'est platonique en soi, puisqu'ils ne se touchent pas. Et voilà, donc après, à la fin, on ne sait pas s'ils vont vraiment se rencontrer. Plus le moment du déconfinement approche, et donc on sait exactement ce que pense Jana et on ne sait pas ce que pense Mathias. Alors, les histoires d'amour, ça concerne autant les hommes que les femmes. En général, quand elles sont écrites, c'est pour plutôt un public féminin qui est friand de ce genre de littérature. Oui, je ne sais pas pourquoi tout le monde me dit ça, et les journalistes me disent ça. Voilà, l'interview qui est sortie hier, d'ailleurs, le journaliste écrivait ça. Et puis j'ai une photo qui le prouve aussi. Regardez. Alors non, ça je me suis amusée parce que voilà, c'est les Miss, elles sont toutes Miss Rhône-Alpes et elles ont défilé pour moi et en même temps elles ont mis en avant mes livres. Donc voilà. Et moi j'ai vraiment des lecteurs qui sont aussi des hommes, beaucoup. Et donc comme évidemment vous l'avez dit, j'ai une agence de communication, je communique pas mal, j'ai des réseaux sociaux. Et ce que j'adore, c'est cette proximité avec le lecteur. Et notamment hier soir, j'ai échangé sur Facebook, Messenger plus exactement, avec un lecteur qui était en train de lire Déborah, mon autre livre, et qui me posait des questions. En fait, il me demandait un peu ce que ça allait devenir. Enfin, il voulait savoir la fin, en fait. Et je lui ai dit non, je ne peux pas dire la fin. Mais par contre, on a échangé, c'était intéressant. Moi, j'adore savoir ce que pense le lecteur, en fait. Moi, je l'ai écrit, mais après, je ne sais pas ce que pense le lecteur. Et c'est très enrichissant pour moi. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui a lu Un amour de confinement, puisqu'en 2 mois, il y a eu 3500 exemplaires de vendus. Donc, j'en suis très fière. Et donc, du coup, je peux échanger avec des lecteurs, des gens que je ne connais pas, évidemment, et voilà, qui se postent sur Instagram avec mon livre, qui font des commentaires, voilà, et on échange. Et j'adore échanger avec les lecteurs de manière comme ça facile, puisque via les réseaux sociaux, c'est quand même, ça reste facile. Direct. Voilà. Vous le disiez, c'est pas votre premier roman. Il y en a eu 3 précédemment, tous des histoires d'amour. Hein. Alors en fait, j'ai sorti Un amour de confinement juste après le confinement. Donc c'est pour ça qu'il y avait une urgence. Donc c'est pour ça que je l'ai écrit en 3 mois. Donc encore une fois, il fallait vraiment qu'il sorte juste après le confinement parce que je voulais que ça soit un fait d'actualité. C'est peut-être sans doute mon côté un peu journaliste qui a voulu ça. Et puis, je ne pensais pas en plus que ça allait durer de cette manière-là. Mais voilà, donc je voulais vraiment que les gens ressentent ce que pensait Jana, l'héroïne, profondément. Et donc, il fallait qu'ils soient encore dans cette ambiance de confinement. Et quand j'ai sorti Un amour de confinement, donc on m'a demandé si j'avais écrit d'autres livres. Et en effet, j'avais déjà écrit 3 livres que je n'ai jamais édités parce que, voilà, ils étaient dans mon ordinateur, comme ça, tranquillement. Et du coup, j'ai sorti les 4 en même temps. D'un coup. Ils sont tous là, donc ils sont nouveaux, même s'ils ont été écrits exactement. Avant. Puisque... Évidemment qu'on me demande si j'ai écrit les 4 pendant le confinement. Ça, c'est vraiment pas possible. Parce qu'un livre, par exemple, Déborah, je l'ai écrit en 2 ans. Chaque livre, je l'ai écrit en 2 ans. 4, qui est un livre quand même important, puisqu'il fait plus de 500 pages. Pareil, je l'ai écrit en 2 ans. L'intérêt du confinement, c'est que je faisais pratiquement que ça, puisque évidemment, les événements n'avaient pas lieu. Et voilà, ce sont tous... oui, j'aime bien les histoires d'amour. Mais toujours, ce qui m'intéresse toujours, c'est des thématiques un peu... j'aime bien que ça soit relié à des faits sociaux. Alors, par exemple, dans Déborah ou dans d'autres livres, je fais allusion, en toile de fond, il peut y avoir le racisme, la violence faite aux femmes. Voilà, puis bon, le confinement, je vous ai déjà présenté ça. Et voilà, mais ça reste quand même en toile de fond. Je veux toujours que ça soit des romans d'amour. Voilà, quand même qu'on puisse se détendre en les lisant. Ils sont édités chez Amazon. On peut les retrouver en ligne et notamment aussi sur votre site internet Hélène Tavel, écrivain. Merci Hélène. Si on repart dans un confinement prochainement, vous allez nous doubler ou tripler la mise. Merci à tous les 4. Moi, je garde les radis pour ma soirée. Puis on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.